Commentaire de la lettre de Gargantua à son fils Pantagruel. Il s'agit d'une lettre extraite de Pantagruel, roman d'apprentissage, publié en 1532 par François Rabelais, moine, médecin et écrivain humaniste. Son œuvre incarne l'humanisme et sa soif de connaissance. Dans sa lettre envoyée d'Utopie, Gargantua prône un programme d'éducation humaniste ambitieux. La problématique: dans quelle mesure l'éducation occupe-t-elle une place importante chez les humanistes? Bien sûr, au XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance. Pour ce faire, il convient d'analyser dans un premier temps les caractéristiques de la lettre, ensuite étudier les composantes d'une éducation humaniste ambitieuse. Alors, le plan du commentaire, le premier axe s'intéresse aux caractéristiques de la lettre. Premier sous-axe, l'énonciation. Deuxième sous-axe, le temps de Gargantua à son fils. Et troisième sous-axe, le registre didactique. Deuxième axe, éducation humaniste ambitieuse, l'accès au savoir pour tous. En deux, l'importance de l'enseignement des langues. En trois, un enseignement équilibré entre savoir littéraire et savoir scientifique. Alors, l'énonciation, donc on a les pronoms personnels je et tu qui sont très fréquents dans la lettre. Le destinataire interpelle le destinataire, mon fils, par le déterminant possessif. Les indications spatio-temporelles. Donc, il s'agit d'une lettre que Gargantua adresse à son fils Pantagruel, étudiant à Paris. En effet, les indices d'énonciation comme les pronoms personnels je et tu sont fréquents, indiquant ainsi la relation filiale entre l'énonciateur et le récepteur. Le destinateur interpelle le destinataire mon fils. Le déterminant possessif semble renforcer cette relation à la fois paternelle et solennelle entre les deux personnages. De même, les indications spatio-temporelles, la lettre a été écrite le 7 mars à Utopie, un lieu imaginaire et idéal. Le choix du terme Utopie nous donne une première impression positive sur le contenu idéaliste de la lettre. Les temps verbaux du présent et de l'impératif ancrent la lettre dans le présent du locuteur. Alors, le registre didactique, au regard du champ lexical de l'apprentissage, études, précepteurs, doctrine, instruction, langue, histoire, cosmographie, jeta de moneste, plus les verbes modaux et d'action. Les verbes modaux comme vouloir. Deuxième axe de lecture, l'éducation humaniste ambitieuse, l'accès au savoir pour tous, l'importance de l'enseignement des langues, un enseignement équilibré entre savoir littéraire et savoir scientifique. Alors, premier sous-axe, l'accès au savoir pour tous. Les humanistes ont le sentiment qu'aucun domaine du savoir ne leur est fermé au regard de l'accumulation dans le texte. L'imprimerie offre un accès à tous les écrivains antiques dont on édite et commente les œuvres. Accès au savoir pour tous, même ceux qui en apparaissent écartés, les basses classes sociales, les femmes, les ouvriers, les artisans. Le savoir apparaît comme une source de plaisir. Je me délecte. À la ligne 15. L'enseignement des langues, donc deux allusions à la nécessité d'apprendre les langues mortes et vivantes, un aspect primordial du programme humaniste de la Renaissance. Les savants prennent directement connaissance du savoir antique sans passer par les commentaires médiévaux. Donc en fait, on lit la Bible dans sa version originale en hébreu. Un enseignement équilibré entre savoir littéraire, donc les littératures grecque et latine, savoir scientifique, comme la géométrie, l'arithmétique et l'histoire naturelle. Savoir profane, avec toute la littérature antique, et religieux, avec le grec d'abord à lire, qui sert à lire le Nouveau Testament, et l'hébreu, l'Ancien Testament. Donc il y a une sorte de syncrétisme, culture diversifiée et ouverte sur toutes les cultures. Savoir théorique,
Connaissance des textes, apprendre par cœur l'hypotexte, lecture soigneuse des médecins antiques et arabes et des savants juifs. D'où le syncrétisme de cette culture encyclopédique. Connaissance du monde, dissection, donc le début de la chirurgie en Europe, qui était censurée par l'Église, savoir pratique, fréquentation des hommes, etc. Donc la sociabilité et la mondanité. Par contre, il y a une méfiance vis-à-vis de l'astrologie, art de l'erreur et de l'analogie, et qui ne s'accorde pas avec un programme humaniste fondé sur la vérité et sur l'observation du monde. Alors, la phrase proverbe de ce livre, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est une phrase qui reste pour l'éternité. Donc, le savoir doit prendre en compte les valeurs morales. Alors, pour évaluer cette séquence, donc on peut proposer une question sur corpus, le texte de rappeler qu'on vient d'analyser, Montaigne, essai, troisième texte de Marguerite Yourcenar, Cette rage de savoir, donc 3 textes qui traitent de l'éducation, et la question, dans quelle mesure peut-on opposer les conceptions de l'éducation chez Rabelais, Montaigne et Marguerite Yourcenar? Qu'est-ce qui les rapproche cependant? Et voilà des extraits du texte qui a été commenté. Commentaire de la lettre de Gargantua à son fils Pantagruel. Il s'agit d'une lettre extraite de Pantagruel, roman d'apprentissage, publié en 1532 par François Rabelais, moine, médecin et écrivain humaniste. Son œuvre incarne l'humanisme et sa soif de connaissance. Dans sa lettre envoyée d'Utopie, Gargantua prône un programme d'éducation humaniste ambitieux. La problématique: dans quelle mesure l'éducation occupe-t-elle une place importante chez les humanistes? Bien sûr, au XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance. Pour ce faire, il convient d'analyser dans un premier temps les caractéristiques de la lettre, ensuite étudier les composantes d'une éducation humaniste ambitieuse.